Bonjour tout le monde, salam alaikum. Je me présente professeur Mikrani Mohamed, enseignant à la faculté de sciences Tétouan. Donc je suis responsable du module d'électrochimie en E5. Comme vous savez bien que ce cours fait partie des cours importants qui figurent parmi les cours de E5 de cette année en session chimie. Donc ce cours va être réparti en deux grandes parties, si on peut dire. Donc la première partie serait la continuité de ce que vous avez déjà vu. Vous avez déjà fait l'année passée en S3 en chimie des électrolytes. Donc c'est une continuité de chimie thermodynamique électrochimique. Et puis la grande deuxième partie, qui constitue le 2/3 du programme, concerne ce qu'on appelle la cinétique électrochimique. Donc cette première partie, je vais vous faire la partie concernant la continuité de la thermodynamique électrochimique. Et la deuxième partie serait faite par la suite par Khalid Draoui. Donc ce cours, puisque une partie importante de ce cours serait des rappels, donc je vais vous donner le plan de cette première partie. Donc dans un premier chapitre, on va voir des rappels sur les électrolytes, notion d'électrolytes vous avez déjà appris en S3, donc c'est pour ça que je vous conseille de relire ce cours de S3 parce qu'il est très important, donc il est très utile par la suite pour pouvoir suivre ce cours-là. Donc quelques rappels de conductivité, mobilité ionique, nombre de transport, donc je vais essayer d'être un peu bref dans ces rappels-là. On va passer à la deuxième partie concernant la théorie de Weyukel. Donc vous avez déjà vu avec Ustad Warhon cette théorie de Weyukel. Je vais essayer d'insister sur les trucs les plus importants qui vont nous être utiles pour traiter le troisième chapitre. Un rappel des hypothèses de base, des principaux résultats qui nous intéressent le plus, mesures expérimentales et détermination de gamma, donc coefficient d'activité de chaque d'anion. Donc le chapitre 3 qui fait partie de ce cours, donc c'est la partie la plus importante. Donc ça va traiter tout ce qu'on appelle électrode, pile électrochimique. Donc je vous conseille d'aller revoir le cours de S3 sur les notions d'électrode parce qu'on n'a pas le temps d'aller revoir toutes les définitions définitions d'électrode, les types d'électrodes et tout ça. Donc vous allez revoir le cours de S3 pour qu'on puisse aller plus rapidement dans cette partie-là. Donc je vous rappelle aussi que cette notion d'électrode est fondamentale pour comprendre la notion de pile, parce que vous savez bien qu'une pile c'est une association d'électrodes. Si j'arrive pas à bien déceler, à bien définir la notion d'électrode, de détecter le type d'électrode correctement, donc le raisonnement que je vais essayer de faire pour la pile va être erroné. Donc c'est fondamental de bien comprendre la notion d'électrode. Donc réaction d'électrodes, les électrodes, les différents types d'électrodes, de quelques notions. Donc ça, je vous bien signaler ici d'aller revoir le cours de S3. Et puis on va passer à la définition des piles électrochimiques, les différents types de piles classiques comme les piles Daniel. Et puis on va définir les piles d'intérêt important, quelles sont les piles de concentration, et puis les piles à combustible. Ça, je vais vous donner un petit bref détail sur ces piles-là qui sont des piles, normalement la majorité des laboratoires électrochimiques travaillent dessus. Donc c'est un sujet d'actualité sur ce laboratoire d'électrochimie. Donc concernant ce chapitre 1, qui consiste à parler un petit peu des rappels sur les électrolytes, on définit la notion de conductivité. Tout simplement, donc je vais vous rappeler que normalement, notion de conductivité, donc si j'aurais à comparer deux conducteurs, un conducteur électronique et un conducteur électrolytique, si dans le cas d'un conducteur électronique, on s'intéresse à la résistance, à la résistivité du matériau, dans le cas d'un conducteur électrolytique, on va nous intéresser plutôt à la conductance et à la conductivité et non pas à la résistance et à la résistivité. Donc, vous savez bien que la relation fondamentale qui régit cette relation, c'est R est égal à ρL sur S. R
Donc si je considère un conducteur électronique, R étant la résistance de ce matériau, donc ρ étant la résistivité, c'est-à-dire qu'il tient compte de la nature du matériau avec lequel est constitué ce conducteur électronique, L étant sa longueur et S sa section. Ben, en termes d'unité, vous remarquez bien que l'unité de R, vous connaissez bien, c'est l'ohm. L est donné en centimètres, S en centimètres carrés. Donc on va voir alors que la résistivité ρ va être donnée en ohm par centimètre ou bien en sous-unités d'ohm, qui sont les micro ou milliohms par centimètre. Rho, c'est ce qu'on appelle la constante de proportionnalité appelée résistance spécifique, ce qu'on appelle aussi la résistivité du conducteur. Il est donné en ohms par centimètre. Ben, maintenant, donc par analogie avec ce qu'on vient de dire concernant le conducteur électronique, dans le cas d'un conducteur électrolytique, je viens de dire que normalement on va nous intéresser à la conductance qui est l'inverse de la résistance. Ben, si la résistance est donnée en ohm R, la conductance L qui est l'inverse de la résistance serait donnée en ohm moins 1. De même, en termes de conductivité, donc au lieu de nous intéresser à la résistance du conducteur, le cas d'un conducteur métallique, conducteur électronique, donc on va nous intéresser à la conductivité dans le cas d'un conducteur électrolytique. Donc la conductivité, c'est l'inverse de la résistivité. Donc si la résistivité est donnée en ohms par centimètre, ou bien sous unité d'ohm, la conductivité va être donnée en ohm moins 1, centimètre moins 1, parce que qui, voyez là, donc je définis la conductivité qui spécifique, qui est l'inverse de la résistivité ρ, donc qui est égal à 1 sur ρ. Donc je remplace ρ à partir de cette expression par R divisé par L sur S, donc multiplié par L sur S, oui, c'est divisé par L sur S. Mais c'est mal écrit, donc je vais vous le faire rapidement. La notion de conductivité molaire. Donc pourquoi on a pensé définir cette notion de conductivité molaire? Ben, normalement, vous savez bien que ce que je mesure expérimentalement, c'est la conductivité spécifique. Donc si je prends une solution, je fais immerger une cellule conductimétrique, donc la cellule conductimétrique va me renseigner sur la conductivité spécifique de cette solution. Ben, pourquoi alors on a pensé définir cette notion de conductivité molaire alors? Ben, maintenant, si j'aurais à comparer deux solutions électrolytiques, ben, je prends solution 1 et solution 2. Donc, pour que je puisse faire une comparaison qui soit la plus juste possible entre les deux solutions, il faut que je compare leur valeur de conductivité qui se réfère au volume d'une mole. C'est-à-dire, je mesure la conductivité Q de chaque solution et je calcule la valeur de lambda, parce que lambda est une grandeur calculable et non mesurable. La grandeur mesurable, c'est bien qui est égal, donc qui, bien qu'elle mesure la facilité avec laquelle le courant traverse une solution, ce n'est pas une grandeur pratique pour étudier tous les phénomènes de conduction, car des solutions de concentration différentes auront des valeurs de qui différentes uniquement parce qu'un volume donné de solution ne contient pas la même quantité d'électrolytes. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas trancher sur la nature de solution en mesurant uniquement la valeur de qui. Donc, pour que je puisse faire une comparaison comparable entre les deux solutions, donc je mesure les qui de chacune des deux solutions et je calcule la valeur de lambda. Donc, je vais vous montrer comment faire pour calculer la valeur de lambda de chacune des deux solutions. Donc, supposons que j'ai deux solutions. Ben, s'il s'agit de deux solutions équivalentes, c'est-à-dire similaires, qui varient uniquement en termes de concentration, ça, dans ce cas-là, le raisonnement il est simple. Si je prends deux solutions identiques, de nature identique, ben, supposons que je prends deux solutions de HCl ou de NaCl à des concentrations différentes C1 et C2, ben, si C1 est inférieur à C2, donc je peux alors trancher que Q1 est inférieur à Q2. Donc je dirais que cette solution elle est moins conductrice que la deuxième parce qu'elle contient moins d'ions. C'est normal, parce que je travaille toujours sur un volume
de prélèvement de 1 cm3. Maintenant, si j'aurais à comparer des solutions de nature différente, donc je ne connais pas la nature des deux solutions, je mesure les conductivités, mais je n'ai aucun renseignement sur la constitution de chacune des deux solutions. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mesure la valeur Q1 de la première solution, je mesure la valeur Q2 de la deuxième solution, et je vais ramener les grandeurs mesurées en termes de lambda. Donc je multiplie chacune des deux valeurs mesurées avec le volume molaire de la dite solution. Donc ça veut dire, la première solution, je calcule lambda 1, qui est égal à Q1 par V1, qui est le volume molaire de la première solution. Je calcule lambda 2, qui est égal à Q2 par le volume molaire de la deuxième solution. Le volume molaire, c'est quoi? Le volume molaire, c'est le volume qui se réfère à une mole d'électrolyte. Donc, c'est bien que la concentration, c'est quoi? C'est le nombre de moles par litre, c'est-à-dire par 1000 cm3. Et une mole, c'est la quantité de moles contenue dans le volume molaire. Donc le volume molaire, par exemple trop simple, c'est tout simplement 1000 sur C. Donc si je remplace dans l'expression, j'aurai donc lambda égale à qui multiplié par 1000 sur C. Donc je peux alors écrire que lambda n'est autre que 1000 qui sur C. Donc si la concentration C est donnée en mol par litre, alors en centimètres cubes, donc lambda serait donc un lambda molaire et va être exprimé en lambda, ces unités seront donc données en -1 cm², mol -1. Donc la grandeur lambda varie en termes d'unité de C. Lorsque C est donné en mol par litre, en mol par centimètre cube, lambda est lambda molaire. De la même manière, je peux définir lambda équivalente lorsque la concentration C est cette fois-ci donnée en équivalent par litre. Donc, lorsque la concentration est donnée en équivalent par litre, donc il s'agit bien de lambda équivalente et lambda molaire. C'est similaire, donc il suffit de savoir utiliser les grandeurs. Donc, lorsque la concentration C est donnée en mol par litre, on a lambda molaire. Lorsque la concentration C est donnée en équivalent par litre, il s'agit bien de lambda équivalente. Dans ce cas-là, l'unité de lambda équivalent, c'est lambda -1, cm² équivalent -1. Donc je vais essayer de trouver le lien qui relie ce lambda équivalent à lambda molaire. Ben, je commence tout d'abord par définir ce qu'on appelle le nombre d'équivalents par mol d'électrolyte. Qu'est-ce qu'on appelle le nombre d'équivalents? Le nombre d'équivalents, c'est le nombre de moles de charge positive ou négative par mol de substance. Ben, si je considère par exemple un électrolyte de la forme AXBY, qui va se dissocier en donnant X cation AZ+, et Y anion BZ-. Donc, vous savez bien que j'étais parti d'un électrolyte neutre qui a été dissocié en donnant des ions. Donc, X cation et Y anion. Donc, puisque l'électrolyte de départ était neutre, donc la charge globale était égale à 0, donc à droite, le bilan de charge doit rester toujours égal à 0. Donc à gauche et à droite, je dois avoir toujours le même bilan de charge. Donc pour que le bilan de charge à droite reste égal à 0, il faut que X charge positive Z+, plus Y Z- doit être égal à 0. D'où j'aurai toujours la relation d'électroneutralité. J'ai autant de charges positives que de charges négatives en valeur absolue. Donc XZ+, qui est toujours égal à YZ-. Donc la relation qui relie la concentration équivalente et concentration molaire de l'électrolyte AXBY. On a C équivalente qui est de l'électrolyte AXBY, parce que ça diffère, la définition de la concentration équivalente diffère lorsqu'on la définit pour un électrolyte que pour un ion. Donc dans le cas d'un ion, on ne fait pas intervenir les coefficients stoichiométriques X et Y. Donc si j'aurais à écrire C équivalente de AZ+, c'est Z+, c'est M. Et celle de BZ-, c'est Z-, c'est M. Donc, dans le cas de l'électrolyte AXBY, donc la concentration équivalente de l'électrolyte AXBY, c'est XZ+, c'est M de AXBY, est égal aussi, puisque XZ+, c'est YZ-, c'est YZ-, c'est M, la concentration molaire de AXBY.
Donc, puisqu'on a défini que lambda équivalente est égale à 1000 qui sur C équivalente, je vais remplacer C équivalente dans un premier temps par XZ plus CM, et puis dans un deuxième temps par YZ moins CM. Donc, si je reviens à la définition de lambda molaire, on avait bien défini lambda molaire comme étant égal à 1000 qui sur Cm. Donc, si je remplace 1000 qui sur Cm par lambda m, ça me donne alors que lambda équivalente est égal à lambda m sur xz plus. De même ici, si je remplace lambda m par 1000 qui sur Cm, ça me donne alors lambda m sur yz moins. Donc, j'aurai donc la relation qui relie lambda M, lambda équivalente et lambda molaire. Donc lambda équivalente d'un électrolyte A, X, B, Y, c'est sa valeur de lambda molaire définie par XZ plus égale à lambda molaire divisé par YZ moins. Donc on va voir dans des exemples cette notion de lambda M et lambda équivalente. Donc si je considère l'électrolyte NaCl, vous savez bien que NaCl c'est un électrolyte univalent qui en solution va être dissocié en donnant 1 Na plus 1 Cl moins. Donc j'ai X égale à Y égale à 1 et Z plus égale Z moins égale à 1. Donc lambda équivalente égale à lambda molaire sur X Z plus, donc X c'est 1 et Z plus c'est 1, Y c'est 1, Z moins c'est 1. Donc ça veut dire que dans ce cas-là j'aurai lambda équivalente de NaCl égale à lambda molaire de NaCl. Ben, dans ce cas-là, que j'utilise lambda équivalente à lambda molaire, donc ne va pas altérer au résultat. Dans le cas de sulfate de sodium, donc le sulfate de sodium, donc en solution, il est dissocié en donnant 2 Na+, en solution aqueuse, il va être dissocié en donnant 2 Na+, plus SO4, 2 moins. Donc j'ai X égale à 2, Z plus égale à 1, Y égale à 1, Z moins égale à 2 en valeur absolue. J'aurai donc lambda équivalente de Na2SO4 égale à lambda M de Na2SO4 divisé par XZ plus, donc 2 fois 1, ou bien YZ moins, c'est 1 fois 2. Donc ça veut dire que j'aurai lambda équivalente de Na2SO4, c'est lambda molaire de Na2SO4 divisé par 2. Donc la conductivité équivalente limite ou à dilution infinie. Ben, on cherche à savoir comment varie lambda en fonction de la concentration. Donc des études qui ont été menées à chercher s'il y a une relation étroite qui relie la variation de lambda avec C. Donc on a fait pas mal de mesures, on n'a pas trouvé une relation étroite qui relie comment varie lambda en fonction de C. Ça ne donne pas une relation. Donc de façon empirique, c'est-à-dire expérimentale, on s'est rendu compte que en reportant les valeurs de lambda calculées et les racines carrées de C, si je prends une solution par exemple de KCl à différentes concentrations, je mesure la valeur de qui? De la solution 1, solution 2, donc j'ai Q1, Q2, ainsi de suite. Je calcule lambda 1 pour la première solution, lambda 2 pour la deuxième, et ainsi de suite. Je prends par exemple 5 ou 6 échantillons. Donc, en remarquant le sens de variation de lambda avec la racine carrée de C, en traçant les valeurs de lambda en fonction de la racine carrée de C, on s'est rendu compte que j'obtiens une droite de pente décroissante. C'est-à-dire que la pente est négative, donc ça veut dire que c'est une relation très importante, donc ça veut dire que j'aurai une équation de la forme Y est égale à AX plus B, de telle manière à ce que A, qui est la pente, est inférieure à 0. Et donc la valeur extrapolée, donc si je fais l'extrapolation à valeur nulle de C ou de racine carrée de C, j'obtiens la valeur de lambda 0. Donc lambda 0, ce qu'on appelle la conductivité équivalente limite à dilution infinie. Donc c'est une grandeur très importante qui caractérise chaque électrolyte, est caractérisée par sa valeur de lambda 0. Donc j'aurai une tracée de courbe donc, de pente négative, donc en extrapolant vers C tend vers 0. Donc le point d'intersection de votre droite de pente décroissante avec l'axe des Y, qui est l'axe de lambda, me donne le point lambda 0. Donc, je définis alors lambda 0, qui est l'ordonnée, ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc, la pente A, puisqu'elle est négative, donc j'aurai une variation de lambda avec racine carrée de C qui est égale à lambda 0 moins K
racine carrée de C. Je mets moins parce que, puisque j'ai une courbe descendante, une pente négative, donc K est une constante hydrodynamique qui dépend de la nature de l'électrolyte. Donc cette notion de lambda 0 définie va nous renseigner, va nous permettre de classer les électrolytes en deux catégories, électrolytes forts et électrolytes faibles. Donc, électrolyte fort. Donc, ce que je viens de vous dicter tout à l'heure, donc ça concerne l'électrolyte fort. Donc, on va voir que ce n'est pas le cas d'électrolyte faible. Donc, les électrolytes forts sont des électrolytes qui sont totalement dissociés en solution et dont la valeur de lambda n'augmente que modérément avec la dilution. Cas des acides forts comme ACl, ACNO3, H2SO4, comme des bases fortes comme la soude, NaOH, comme la potasse, KOH, et de sels solubles comme le KCl, le NaCl, et d'autres sels solubles. Donc, le cas d'électrolyte fort, comme je vous ai bien dit tout à l'heure, il a été trouvé que lambda varie de façon linéaire avec la racine carrée de C, et j'aurai cette relation lambda égale à lambda 0 moins K racine carrée de C. K, c'est une constante déterminée expérimentalement qui dépend de la nature d'électrolyte. Lambda 0, c'est la valeur extrapolée de lambda pour C tend vers 0. Donc, c'est une valeur déterminée expérimentalement par extrapolation de la droite lambda en fonction de racine carrée de C pour C tendant vers 0. Donc, je peux le déterminer expérimentalement par extrapolation. Donc, pourquoi, comme je vous ai bien signalé, cette valeur de lambda, c'est le cas d'électrolyte fort, il est moins affecté par la dilution. Vous savez bien que l'électrolyte fort, c'est un électrolyte qui est dissocié à toute concentration. Si je prends le HCl par exemple, le HCl, une fois que je le mets en solution, il va se dissocier en donnant H plus du Cl-. Donc, indépendamment de la quantité de H plus que je mets en solution, donc à tout instant, H plus mis en solution, il va se retrouver sous forme de H plus et Cl-. Donc, lorsque je fais diluer davantage la solution, je vais apporter plus d'espace. Donc, les ions auront plus d'espace pour se mouvoir et j'aurai une légère modification de la conductivité. Parce que le nombre d'ions va rester le même. Donc en augmentant la quantité de solvant, si le solvant est l'eau, donc je ne peux faire que favoriser plus d'espace pour que les ions puissent se mouvoir plus librement. Le cas d'électrolytes faibles. Les électrolytes faibles sont des électrolytes qui sont partiellement dissociés en solution et dont les conductivités équivalentes beaucoup plus faibles à concentration élevée augmentent rapidement avec la dilution. Le cas de l'acide acétique, l'ammoniac, donc tous les acides et bases faibles. Pourquoi les électrolytes faibles sont plus touchés par ce phénomène de dilution? Vous savez bien que si je prends le cas de l'acide acétique, dans l'eau, j'ai un équilibre. Donc, qui va me donner CH3CO- plus H3O+. Donc, c'est-à-dire que si je mets C mol de CH3COH, à un instant T d'équilibre, je vais avoir C facteur de 1 alpha mol qui me reste, et je forme C alpha de CH3CO- et C alpha de H3O+. Donc, vous remarquez bien que normalement la plus grande partie de CH3COH reste sous forme de CH3COH non dissocié. C'est-à-dire que, en mettant CH3COH dans l'eau, je n'ai qu'une faible partie qui va être dissociée en donnant CH3CO- plus H3O+, alors que la plus grande partie va rester sous forme de CH3COOH. Donc, puisque j'ai un équilibre thermodynamique, donc si je fais augmenter la quantité de solvant, c'est-à-dire qui est l'eau, dans ce cas-là, je fais déplacer l'équilibre. Donc, d'après la loi de Châtelier, donc l'équilibre va se déplacer dans le sens à consommer l'espèce ajoutée. L'espèce ajoutée, c'est l'eau. Donc, l'équilibre va se déplacer dans le sens à consommer l'eau. Donc, si l'équilibre se déplace dans le sens à consommer l'eau, il va se déplacer vers la droite, c'est-à-dire dans le sens de formation de CH3CO- et H3O+. Vous remarquez bien que dans ce cas-là, si je fais augmenter la quantité de solvant, je fais favoriser davantage la dissociation de mon électrolyte en neutre, en ion
en solution. C'est-à-dire que donc on va faire augmenter la conductivité de la solution parce qu'on fait augmenter le nombre d'ions existants en solution. Pour voir que dans ce cas, la relation lambda donc n'est pas linéaire, donc c'est-à-dire n'est pas une fonction affine comme dans le cas de l'électrolyte fort. Donc on a une équation un peu compliquée qui relie la valeur de lambda et lambda 0, les racines carrées de C. Donc on n'a pas une droite comme dans le cas, donc on a une arc de courbe et non pas une droite comme dans le cas de l'électrolyte fort. Ben, puisque je n'ai pas de droite, ça veut dire que je ne peux pas déterminer lambda 0 comme dans le cas de l'électrolyte fort par extrapolation à C tendant vers 0. Donc je ne peux que la calculer. Donc d'ailleurs vous pouvez revoir le cours de S3 pour voir comment on peut calculer la valeur de lambda 0 pour le cas d'électrolyte faible. Donc on peut calculer la valeur de lambda 0 pour le cas d'électrolyte faible à partir de la combinaison de lambda 0 de l'électrolyte fort. Vous savez bien que à dilution infinie, indépendamment de la nature de l'électrolyte en solution, tout électrolyte est totalement dissocié à dilution infinie. C'est-à-dire l'électrolyte fort est dissocié à toute concentration. L'électrolyte faible n'est dissocié qu'à dilution infinie. Donc, à dilution infinie, je peux alors dire que tout électrolyte est totalement dissocié. Donc, si je prends mon électrolyte AB faible, donc à dilution infinie, il va se retrouver sous forme de A+, plus B-, ou bien AZ+, plus BZ-. Donc, je peux alors écrire que lambda de AB, donc si je considère qu'il va se dissocier en donnant A+, plus B-, donc lambda de AB, c'est lambda 0 pardon, de AB, c'est lambda 0 de A+, plus lambda 0 de B-. Donc je combine alors A+ avec un autre élément que je normalement fais le cas d'un exercice. On va vous donner les valeurs de lambda 0 des différents électrolytes forts dont vous aurez besoin pour faire cette combinaison, et vous allez pouvoir uniquement calculer la valeur de lambda 0 à partir des valeurs données de lambda 0 des électrolytes forts. Mobilité ionique. On définit la mobilité ionique d'un ion comme étant la vitesse de déplacement de cet ion par unité de champ électrique. Vous savez qu'en solution, on parle de vitesse de ion, mais on préfère parler de mobilité parce que normalement les ions en solution se déplacent sous l'action du champ électrique. Donc on va vous parler le cas de déplacement ionique. Donc on a soit que les ions se déplacent sous l'action du champ électrique, on parle de phénomène de migration des ions en solution, soit qu'ils se déplacent parfois en termes de diffusion, en termes de concentration. Si j'ai des zones qui n'ont pas la même concentration, donc j'ai toujours une quantité de matière qui va partir d'une zone la plus concentrée vers la zone la moins concentrée. Donc on parle dans ce cas-là de phénomène de diffusion, ou bien de phénomène de convection aussi qui régit ce phénomène de déplacement des ions ou de matière d'une façon générale en solution. Donc on définit la mobilité d'un ion comme étant la vitesse de déplacement de cet ion par unité de champ électrique. Donc la mobilité UI d'un ion I, c'est la vitesse de cet ion I divisé par le champ électrique E. Donc puisque la vitesse est donnée en centimètres par seconde, le champ électrique est donné en volts par centimètre. Donc l'unité de la mobilité c'est centimètre carré, seconde moins 1, volts moins 1. VI, vitesse de l'ion en centimètres par seconde. E, c'est le champ électrique qui est donné en volts par centimètre. Donc l'unité de I, c'est bien centimètre carré, seconde moins 1, volts moins 1. Donc cette mobilité des ions va dépendre de la nature de l'ion en solution et aussi des conditions extérieures, température et pression qui vont favoriser davantage la mobilité de ces ions en solution, ainsi que du solvant. Il dépend de la nature du solvant. Il dépend de la concentration de la solution, bien sûr. Donc plus la solution est concentrée, plus les ions vont être condensés. Donc j'aurai des phénomènes interioniques qui vont apparaître, qui vont gêner le déplacement de cet ion en solution. Donc si je considère un ion ayant une charge ZI, charge élémentaire E,
placé dans un champ électrique E, va être soumis à l'action d'une force électrique donnée par Fe, qui est égal à Q, qui est la Zi multipliée par la charge de l'électron multipliée par le champ. Donc c'est la force qui fait déplacer l'ion en solution, c'est la charge de l'ion Q, qui est égale à Zi fois E, multipliée par le champ électrique E. Ben, cet ion qui va se déplacer sous l'action de cette force électrique, ils vont se diriger suivant leur charge vers l'anode ou vers la cathode. Le déplacement de ces ions va être freiné par la résistance des forces de frottement. Donc il y a divers types de forces de frottement. Donc on a bien vu aussi ce type de frottement, donc phénomène qui ont tendance à freiner le déplacement de l'ion en solution. Donc il y a des différents types de phénomènes qui ont tendance à freiner le déplacement de l'ion en solution. Donc normalement on les englobe dans les forces de frottement. Donc ces forces de frottement, ils ont tendance à freiner le déplacement de l'ion. Donc les forces de frottement, la résultante de ces forces de frottement qui ont tendance à freiner, ben, normalement en termes vectoriels, le F de frottement c'est moins KVL vectoriel, mais puisque je mets en valeur absolue, donc je n'écris que c'est égal à K multiplié par VL. Mais en valeur vectorielle, c'est égal à moins K multiplié par VL, parce que normalement la force de frottement, il est en sens, donc il va se diriger en sens inverse de la force électrique qui fait déplacer l'ion. La vitesse limite de l'ion, lorsque les forces de frottement et électriques s'équilibrent, j'aurai donc égalité des forces de frottement et électriques. Je peux alors en déduire la vitesse limite de déplacement de l'ion en solution. En égalisant ces deux expressions, j'écris alors que c'est égal à ZIE multiplié par le champ électrique E divisé par cette constante K hydrodynamique qui tient compte du milieu dans lequel se déplace l'ion. Donc, lors de grandeur des vitesses limites des ions en solution, donc il est généralement de l'ordre de 10-4 cm par seconde à 25 degrés à dilution infinie. Vous voyez bien que l'ion le plus actif, le plus mobile en solution, c'est H+, ou H3O+. Donc, sa vitesse limite, elle est de l'ordre de 34-10-4 cm par seconde à 25 degrés à dilution infinie, alors que celle de OH-, il est de l'ordre de 23, 10 à la puissance moins 4 cm par seconde à 25 degrés et toujours à dilution infinie. Vous voyez bien que les ions, les deux ions les plus rapides en solution, c'est H+, et puis par la suite OH-, et tous les autres ions, donc ils ont une vitesse de déplacement limite qui est très faible par rapport à ces deux grandeurs. Remarque, on peut alors calculer le temps durant lequel l'ion atteint cette vitesse limite en solution. Donc il est donné par T égale à la masse de l'espèce qui se déplace, qui est de l'ion, divisé par K. K, c'est ce qu'on appelle la constante de Stokes. Donc c'est égal à 6 pi. R, c'est le rayon électrochimique de l'ion qui se déplace. Et eta étant la viscosité de la solution dans laquelle le l'ion se déplace. Donc si je considère un ion qui se déplace ayant une masse de 10 à la puissance moins 20 de grammes, si son rayon est de l'ordre de 10 à la puissance moins 8 cm, une viscosité de solution de l'ordre de 10 à la puissance moins 2 poids, si je suis dans ce cas-là, je peux alors déterminer le temps durant lequel cet ion atteint sa vitesse limite, elle est de 10 à la puissance moins 13 secondes. C'est un temps qui est très bref. Donc c'est un temps très faible durant lequel l'ion peut atteindre cette vitesse limite. Donc on a une relation étroite qui relie la mobilité de l'ion avec sa conductivité ionique molaire. On a lambda I qui est égal à ZIF UI. Donc je peux toujours mémoriser cette relation qui est très fondamentale, très importante. Donc la grandeur lambda I molaire, c'est ZIF UI. Si je parle de lambda équivalente, lambda I équivalente, c'est égal à FUI. Tout simplement, il n'y a pas de valence de l'ion. Donc j'ai la relation lambda I molaire qui est égale à ZI par le Faraday multiplié par la mobilité de l'ion,
et l'onda équivalente qui est égale le Faraday multiplié par la mobilité de l'ion.